D'après les calculs de sa trajectoire de vol, le missile balistique de classe ICBM lancé cette fois-ci a une portée de plus de 15 000 km en fonction du poids de l'ogive. Et dans ce cas, il peut atteindre n'importe quel endroit des États-Unis. Alors, c'est une annonce qui est assez fracassante, qui est confirmée d'ailleurs, Nivine Potro, c'est le cas de le dire. Hein. Exactement, puisque la Corée du Nord a tiré cette nuit un missile longue portée capable théoriquement d'atteindre le territoire américain. Alors le missile tiré cette nuit évidemment n'a pas atteint les États-Unis. Selon le gouvernement japonais, il n'a volé qu'1h13. Il a parcouru environ 1000 km avant de tomber dans les eaux japonaises à proximité de l'île d'Okushiri, en dehors de la zone économique exclusive du Japon. Il a atteint une altitude de 6000 mètres, mais selon le gouvernement japonais, ses capacités sont évidemment bien plus impressionnantes que cela, puisque le missile qui a donc été tiré depuis la Corée du Nord, vous l'avez entendu, il s'agit d'un missile balistique intercontinental qui peut avoir une portée de 15 000 km, capable donc d'atteindre l'ensemble du territoire américain. Alors ce n'est pas la première fois que ce type de missile est utilisé, c'est même le 5e essai depuis le début de l'année. Le missile balistique nord-coréen, il fonctionne à base d'un combustible solide, ce qui le rend assez facile à transporter et plus rapide également. Alors sans surprise à l'issue de ce tir, le Japon, la Corée du Sud ainsi que les États-Unis ont évidemment condamné ce tir qui constitue une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU selon le département d'État américain. Pékin, de son côté, a évidemment réaffirmé son soutien à Pyongyang. Tout cela intervient dans un contexte très particulier entre Washington et la Corée du Nord, puisque le mois dernier, la Corée du Nord, précisément, est parvenue à mettre en orbite son premier satellite espion et avait à l'époque menacé les États-Unis et la Corée du Sud d'être au bord d'une guerre nucléaire. C'était le 21 novembre très précisément. Dans la foulée, le 9 décembre dernier, les Américains, les Sud-Coréens et les Japonais se sont mis d'accord pour de nouvelles initiatives trilatérales pour contrer Pyongyang. Quelques jours plus tard, précisément vendredi dernier, nouvelle discussion, cette fois dans le cadre du 2e sommet États-Unis-Corée du Sud pour se mettre d'accord sur une stratégie nucléaire commune. À l'issue de cet entretien, le lendemain, c'était samedi matin, la Maison-Blanche avait communiqué en expliquant que toute attaque nucléaire de la Corée du Nord contre les États-Unis, mais également contre ses alliés, serait inacceptable et entraînerait la fin du régime de Kim Jong-un. Évidemment, les Nord-Coréens avaient répondu en traitant les Américains et les Sud-Coréens de gangsters militaires. C'est donc dans ce contexte extrêmement tendu qu'intervient le tir de cette nuit. Oui, absolument. Alors, je vous ai préparé ici quelques petites cartes pour avoir un aperçu d'où en sont les combats et où en est le front. Voici cette carte qui regroupe les derniers combats que le ministère des Armées français propose juste ici. Vous voyez que voici l'état du front. Il se concentre ici sur 4 endroits en particulier. En 1, vous le voyez ici, c'est la région de Kremina. Et là, les Russes progressent ces derniers jours. En 2, c'est le front bien connu de Bakhmout, avec là encore une légère avancée russe ces derniers jours vers l'ouest. Et en 4, je parlerai du 3 un petit peu plus tard. En 4, c'est la région de Kherson, où là, en revanche, les Ukrainiens tiennent ce qu'ils qualifient de tête de pont à Krinky. Mais je voulais revenir ici sur ce front ici en numéro 3. C'est la région d'Advivka. L'Advivka qui est au cœur des combats, vous le voyez, ces derniers jours et ces dernières semaines. Voici donc une carte de la région. En rouge, vous avez l'avancée russe. En bleu, vous avez ce terrain que les Ukrainiens ont récupéré à la faveur de cette contre-offensive de l'été dernier. Et en jaune, ce que vous apercevez juste là, ce sont les territoires repris par les Russes au terme de combats d'une très grande violence. Il faut bien dire
que cette contre-offensive que je vous évoquais, eh bien, elle n'a pas eu les résultats escomptés. Voici une carte que vous allez voir eh bien, de l'ensemble, cette fois-ci, du front ukrainien. En rouge, toujours les gains territoriaux de la Russie. Et les petites poches bleues, eh bien, ce sont ces résultats, justement, de cette contre-offensive ukrainienne de l'été dernier. Vous l'apercevez, des gains assez minimes. Un effort ukrainien qui portait aussi au sud, sur la rivière Dniepr, justement. Vous le voyez juste ici, la rivière Dniepr qui est devenue un enjeu également très important depuis notamment que les Russes ont vraisemblablement détruit le barrage de Kharkovka, inondant les terres en aval, la région de Kherson, la ville de Kherson. Même voici cette photo satellite, la ville de Kherson qui a été totalement submergée par les eaux après la vidange donc provoquée du réservoir en amont par la casse de ce barrage. Donc voilà, en conclusion, vous l'avez compris, le front, lui, semble presque figé aujourd'hui. Oui, et c'est aussi le paradoxe de cette guerre compte tenu des 1500 km de frontières communes entre l'Ukraine et la Russie. Ceux des Ukrainiens qui veulent fuir les territoires occupés par l'armée russe au sud et à l'est n'ont d'autre choix que d'aller en Russie pour ensuite espérer gagner un pays tiers. Notre correspondant en Ukraine, Gulliver Krag, est parti à leur rencontre.